Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez rencontré bien des hommes politiques avant de devenir l'élu du public. Vous avez fait du travail et du rire les moteurs d'une éternelle jeunesse qui, paradoxalement, vous a rendu inimitable. Bonjour Pierre Douglas. Bonjour mon cher Jacques Pessis. Alors, on vous retrouve aujourd'hui dans les clés d'une vie parce que vous sortez vos mémoires, vite avant que j'oublie, aux éditions Lumière. Et c'est pour ça que j'ai choisi des dates qui correspondent à ces mémoires, à votre vie, à votre longue vie, qui n'est pas terminée parce que vous êtes en pleine forme. Ouais, j'ai encore quelques années, je pense, devant moi à vivre intensément, comme j'ai toujours essayé de le faire. Voilà, et donc on va le découvrir à travers des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 4 juin 1964. Écoutez cette voix. Non, il y a 8 ans que le Pop Club existe parce que c'était une nécessité, je crois, pour la José maison. Arthur, qui a été le premier à vous découvrir et à vous donner votre chance, Pierre Douglas. Absolument, il a été le premier à me faire parler dans un micro, la première fois de ma vie. Ça faisait un petit moment que j'en rêvais, mais je ne savais pas du tout de quelle manière ça se passerait. Et en fait, je venais de sortir de l'école des cadres du commerce, où j'ai obtenu un diplôme de marketing. J'ai très peu de diplômes, mon cher Jacques. J'ai le diplôme de marketing de l'école des cadres, j'ai mon brevet de 25 mètres en natation, et j'ai un brevet de moniteur de colonie de vacances. C'est un bon début. Et donc, l'école des cadres, quand on a reçu nos diplômes, on a organisé une grande soirée que les copains m'avaient demandé d'animer parce que déjà, j'aimais bien faire rire, imiter mes profs, etc. Et on a fait une grande soirée, on a invité les parents d'élèves, les profs, tout le monde est venu. Et José Arthur est venu. Il avait entendu parler de ça, je ne sais pas par qui. Et il m'a vu animer cette soirée, et il m'a dit, venez me voir à la maison de la radio demain. Le lendemain, je suis allé le voir, il m'a dit, voilà, il y a une émission qui s'appelle Les Arts du Gosse, que vous allez animer à partir de début juillet, tous les soirs à 20h30, ce que j'ai fait pendant 3 mois jusqu'à ce que je parte à l'armée. Voilà. Et vous avez interviewé des personnalités. La première, c'était Juliette Gréco, ça s'est moyennement passé. Oui, c'était Juliette Gréco. J'étais en admiration, j'avais un trac terrible. Et elle était à Bobino. Et je suis allé l'interviewer dans sa loge. Et puis, je lui ai posé une question, 2 questions, 3 questions. Et comme j'ai pas de difficulté pour m'exprimer assez vite, que j'arrive à improviser, etc., j'avais pas préparé par écrit de questions. Et puis quand j'ai eu fini, quand j'ai posé ma 3e question et qu'elle a répondu, je ne sais plus très bien quoi dire. Alors elle m'a dit, alors jeune homme, il n'y a plus de charbon dans la machine. Là, je me suis dit, la prochaine fois, je préparerai l'interview bien comme il faut. Exactement. C'était l'époque où elle était star avec Belphégor, le feuilleton qui a vidé les salles de cinéma pendant 4 semaines le samedi soir. Et elle n'était pas au courant parce qu'elle chantait au Japon à l'époque. Et elle revient à la douane, on dit bonjour Belphégor. Donc elle a compris en voyant le douanier que le feuilleton avait du succès en France. Je ne connaissais pas cette anecdote. Et puis il y a Barbara aussi. Oui, il y a Barbara. Alors Barbara, ça s'est bien passé. Elle a été assez agréable avec moi. Simplement, comme je trouve qu'elle a des chansons à texte, je lui ai dit, mais alors, est-ce que vous voulez faire passer un message? Quand une chanson, elle m'a dit, mais j'ai pas de message. Je n'interprète que des zinzins. Oui, en même temps, lorsqu'elle a fait ses premières chansons, elle n'a pas dit qu'elle en était l'auteur. Elle avait presque honte de ses chansons. Oui. Et puis il y a la fameuse affaire de l'inceste qui l'a touchée personnellement. Bien sûr, mais dont elle a parlé. Mais elle n'en parlait jamais. Non, beaucoup plus tard en tout cas. Tout à fait. Dans ses mémoires. Alors, l'école justement, ça n'a pas bien commencé avec, je crois, l'école catholique où vous serviez la messe. Ah. Alors, vous alliez au catholicisme le jeudi après-midi. Oui, c'était à l'école. Pas terrible. C'était à l'école Saint-Sulpice. Oui. À l'école Saint-Sulpice, rue d'Assas. Et le jeudi, à l'époque, on n'avait pas école. Et il y avait le cinéma qui était proposé aux élèves. Et moi, je chahutais pendant le film. Et l'aumônier, qui s'appelait Monsieur l'abbé Bourguignon, pour me punir de ma mauvaise attitude, estimait-il, dans la salle, me mettait à genoux sur le siège, le dos tourné à l'écran, et il me pinçait une oreille et une fesse. Voilà. Et c'est vrai qu'on vous a ploté les fesses et que quand vous avez dit ça à vos parents, personne ne vous a cru. Ben là, c'était... On peut pas dire ploter, c'était quand même vraiment pour me faire souffrir. Oui. En revanche, on a eu un professeur de français, alors je ne citerai pas le nom, qui est décédé depuis bien longtemps, bien sûr, qui lui avait une attitude vraiment équivoque. Alors j'ai un ami d'enfance que je vois toujours, Dominique, qui est à l'école avec moi. On est allé en parler au censeur du lycée, qui nous a dit, qu'est-ce que c'est, vous avez mauvais esprit, on va vous changer de classe. Oui. Et c'était l'omerta complet. Aujourd'hui, ça se passerait pas comme ça. Oula, ça serait très mal. Alors, je crois que finalement, l'école, c'était pas, à part l'histoire peut-être, et la géographie et le français, ça vous intéressait pas, Pierre Douglas? Non, ça m'intéressait pas, j'étais pas doué, j'étais pas courageux.
Mais en revanche, j'avais énormément envie de parler, j'avais envie de réciter, j'étais souvent en première récitation. Un jour, on nous a donné une composition de récitation, il y avait une trentaine de vers de Horace à apprendre. J'ai pris un copain de la classe, je lui ai dit, je vais faire Horace, tu vas faire Curias. On a appris une scène entière pour la composition de récitation, et on a été premier ex aequo. Alors je crois qu'il y a eu le lycée Montaigne et le lycée Louis-le-Grand. Oui. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui vous a dansé dans un de ces lycées battu dans la catégorie chahut, c'est Renaud. Qui faisait du chahut et qui partait au jardin du Luxembourg dès que la cloche sonnait pour se promener. Ah oui, ça je ne le savais pas, je ne l'ai pas croisé à cette époque. Il faut dire que pour le croiser, c'était difficile, j'étais pas tellement en classe. Voilà, alors, lui non plus. Alors il se trouve que les imitations, ça a commencé dès l'école, avec vos professeurs, Pierre Douglas. Tout à fait. J'avais un professeur d'allemand qui s'appelait Monsieur Kaufmann, et j'étais en 6e au lycée Montaigne, et il avait une façon de parler assez extraordinaire. Il disait vous allez apprendre cette leçon par cœur. Compris, bon. Et donc. Et il faisait tout le temps compris, bon. Et donc. Et alors, dès qu'il avait dit ça, moi, je me planquais derrière le tablier, comment dire, le couvercle de mon bureau, et je faisais compris, bon. Et donc. Et je répétais ce qu'il disait. Il venait, et puis j'ai pris quelques tartes. Bon, qu'est-ce que à l'époque, c'était pas puni, et puis on savait que si on était un peu honnête, on les méritait un peu, quoi. Oui, et puis vous avez été, je crois, un recordman du nombre de lignes. Ah oui, j'ai copié 500 fois parmi avec parce que j'avais mis un S. Oui. J'ai jamais plus mis un S à parmi. Depuis, j'avais pris 5 crayons billes, mais ils se sont aperçus que il y avait 5 lignes qui se ressemblaient tellement que j'avais pris 5 crayons et j'ai dû recommencer. J'ai fait presque 1000 fois parmi. Enfin, oui, on pourrait pas imaginer ça non plus aujourd'hui, Pierre Douglas. Non, mais ça serait la révolte. Les professeurs se retrouvent en correctionnel sur plein des élèves. Alors, il se trouve aussi que le bac, ça n'a pas été terrible, parce que je crois qu'on vous a demandé de dessiner un moteur et que ça a été une véritable catastrophe. Ma pauvre mère ne savait plus quoi faire, et tous les étés, elle disait, je vais changer mon fusil d'épaule. En même temps, elle me changeait d'école, et elle m'a envoyé à l'école Breguet, qui était rue Falguière, qui n'existe plus maintenant, mais je ne sais pas si c'est parce que j'y suis passé. Toujours est-il que j'ai tenté le bac technique, et quand on m'a posé un moteur sur la table, je suis parti au cinéma. Directement. En revanche, vous avez choisi l'option musique, et là, ça s'est bien passé. Alors, en musique, c'était formidable. Pour le bac, donc je suis allé au lycée Voltaire, et j'avais appris le poème de Goethe, qui s'appelle Erlkönig, le roi des zones, qui est chanté par les plus grands, Fischer Disco, etc. Et j'avais appris Erlkönig par cœur, et j'ai voulu le chanter au bac, et je suis arrivé, et la dame qui m'accompagnait, qui était censée m'accompagner au piano, m'a dit, vous avez la partition? J'ai dit oui. Elle m'a dit, il y a trop de notes, je ne peux pas vous accompagner, vous allez chanter Erlkönig a cappella. Je l'ai fait, j'ai eu 20 sur 20. C'est très bien. Alors quand même, ce bac raté, ça a été le désespoir de votre père, qui était professeur en plus. Il était professeur d'allemand et d'anglais, alors il aurait bien voulu que j'ai mon bac. Mais oui. bon. Mais en même temps, il aimait aussi la chanson. Je crois qu'il a fait de la radio lui aussi. Il a fait de la radio, et il était, en tant que prof d'allemand, il allait de temps en temps en Allemagne parce qu'il s'était fait des amis là du côté de Stuttgart, je crois, de Tübingen. Et puis il animait des émissions en allemand, en Allemagne, avec des chansons françaises, avec de la musique classique, etc. Il a fait du micro aussi, mon père. Et puis il adorait le cinéma. Et là, vous avez des souvenirs de cinéma avec votre père, ou disons que vous animiez la salle tous les deux. C'était surtout lui. C'était hallucinant. Je donnerai, cher Jacques, l'exemple de Alamo. Mon père s'était identifié à John Wayne, qui n'a pas vu Alamo. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous en prie, allez-y, vous penserez à moi. Et alors, à Alamo, on est allé au Miramar. On était 6 dans la famille, ma sœur, mes 2 frères, moi, mon père et ma mère. Et comme on est arrivé au dernier moment, on était tous à des endroits différents dans la salle. Et alors, à un moment donné, John Wayne se bagarre avec quelqu'un. Mon père fait « Ah, les salauds !» Et à ce moment-là, il y a une dame devant lui qui se retourne, et il lui a pris la tête. Il lui a dit « Madame, c'est de l'autre côté que ça se passe. » Il lui a revissé la tête vers l'écran. Et puis alors, à la fin, John Wayne reçoit un pieu dans le thorax. Il se jette par terre. Il meurt dans des conditions qui sont extrêmement émouvantes. Et à ce moment-là, mon père s'est levé et il a dit « Ils m'ont eu !» Alors, il a été la star du film ce jour-là. Oui. En même temps, il avait une idole, et je crois que votre pseudonyme, Pierre Douglas, vient de cette Alors, idole. c'est plus qu'un pseudonyme, puisque ce sont mes deux prénoms. Parce que je m'appelais Pierre Douglas Melon. Bon, et mes 2 prénoms, Pierre Douglas. Mon père, quand ma mère était enceinte de moi, mon père a dit j'ai rencontré Douglas Fairbanks à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde, en 1937. Moi, je suis né en 41, et mon père a dit à ma mère, il faut qu'on appelle notre premier fils Douglas. Ma mère a dit le premier prénom pourrait quand même être français, et finalement,
ils m'ont appelé Pierre Douglas, c'est mes 2 prénoms que j'ai pris comme nom d'artiste. Et Douglas Donc c'est à moi. C'est à vous. Et Douglas Fairbanks a commencé sa carrière à Broadway. Oui. De façon particulière, il a eu un trou de mémoire de plus de 3 minutes sur scène. Il a souri au public. Et le public l'a trouvé tellement charmant qu'il a ensuite commencé à faire du cinéma. C'est-à-dire qu'il avait une dentition extraordinaire. Exactement. Et d'ailleurs, Michael Douglas, vous l'avez rencontré, il vous a parlé de Douglas. Absolument. Et j'ai animé une soirée que m'avait demandé d'animer Régine à Deauville. C'était une soirée pour l'association dont elle s'occupait, qui s'appelait SOS Drogue. Je suis allé animer cette soirée et puis il y avait un parterre de stars extraordinaires. Michael Douglas était là et donc on m'a présenté, on disait Pierre Douglas qui va animer la soirée. Puis après, quand je suis allé le voir, il m'a dit Pierre Douglas. J'ai dit oui. Et il a mis son doigt sur la fossette que j'ai au menton, puisqu'il a la même. Et il m'a dit c'est le famille. C'est extraordinaire quand C'est même. extraordinaire. C'est une rencontre extraordinaire. Mais, Et il m'avait dit rendez-vous à Hollywood. Hélas, je ne suis pas allé. Or, vous avez quand même fait beaucoup d'autres choses. Oui, oui. Et on va en parler à travers une autre date importante, le 1er mars 1966. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Douglas. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Douglas pour ses mémoires, vite avant que j'oublie. Et il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre. Et vous évoquez notamment une date importante, le 1er mars 66, que vous n'avez jamais oubliée. Je ne l'ai jamais oublié parce que le 14 février 1966, jour de la Saint-Valentin, j'ai été libéré de mes obligations militaires. Je suis retourné voir José Arthur, avec qui j'avais fait connaissance, on en parlait tout à l'heure à France Inter, et il m'a dit « Voyez la délégation aux stations régionales, vous allez trouver un boulot de journaliste ». J'ai appelé la délégation, on m'a dit « Il y a un journaliste qui vient de démissionner de Limoges », et je suis parti à Limoges. Et le 1er mars 1966, j'ai fait mes débuts au journal régional de Limoges. À l'époque, c'était de 19h40 à 19h55. J'avais un trac fou, mais ma foi, ça a bien démarré. Oui, en plus, c'était des moyens de fortune à l'époque, la télévision. Oui, on allait inaugurer la télévision en couleur. Vous vous rendez compte ? J'ai l'impression de parler de 3 siècles, 3 siècles en retard. En même temps, c'était très discret. En plus, vous n'aviez pas de logement de fonction, vous logiez chez l'habitant. Oui, j'avais un petit studio chez une dame qui travaillait à la radio aussi à Limoges. Et c'était vraiment, c'était petit, mais enfin, c'était chauffé. Oui, mais en même temps, c'était pas simple parce que vous aviez des lunettes que vous ne portiez pas. Oui, je ne voulais pas porter mes lunettes à l'antenne. C'est la raison pour laquelle j'ai porté des lentilles beaucoup plus tard. Mais à l'époque, j'apprenais tout par cœur. Alors, je présentais mon journal régional par cœur, parce que j'arrivais pas sinon à lire mes notes, donc j'apprenais par cœur, je jetais un œil pour repérer, j'écrivais très gros, et puis je regardais la caméra. Exactement. En même temps, c'est une époque où il y avait très peu de moyens à la télévision. Je me souviens de Télé Monte Carlo, il y avait une cravate. Et le journaliste qui faisait la télévision venait, il prenait la cravate et il la mettait. C'est extraordinaire. On peut pas imaginer ça aujourd'hui. Ah non, non plus. mais aujourd'hui, ça fait mourir de rire tout le monde. C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. On fait mourir de rire tout le monde. Alors, il se trouve aussi que vous avez découvert la province, la France profonde, la douce France, que vous ne connaissiez pas, Pierre Douglas. Mais du tout, je la connaissais pas. Moi, je suis né à Saint-Germain-en-Laye. J'ai toujours été parisien. J'allais en vacances en famille à l'île aux Moines dans le Morbihan. Mes parents sont enterrés là-bas, ma sœur s'est mariée là-bas, mais c'était les vacances d'été. Et sinon, je connaissais pas la province. Et avec Limoges, j'ai connu la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne. Je me suis baladé en bagnole là-dedans pendant 18 mois. J'ai vraiment découvert la province. Et vous l'avez aimé. Que j'ai énormément aimé. Et je continue à penser aujourd'hui, parce que je me déplace encore pour les spectacles, etc., que la vie en province, même dans des grandes villes, elle est quand même plus reposante qu'à Paris. Je vois Lyon, par exemple, je vais souvent à Lyon. Je suis resté très longtemps à Lyon parce que j'ai joué des pièces de théâtre pendant des mois. À Lyon, je trouve qu'il y a les avantages de Paris, il n'y a pas les inconvénients, à part peut-être quelques bouchons, mais c'est pas du tout pareil. Les bouchons lyonnais. C'est les bouchons lyonnais, exactement. Il se trouve aussi que vous avez découvert le monde politique et des choses qu'on reprocherait aujourd'hui aux hommes politiques. Ben oui, il s'agissait de M. Chirac, que Dieu ait son âme. Et donc, on est en 67, ce sont les élections législatives. Et M. Chirac a obtenu son premier mandat. Oui. Il a été élu à Ussel, en Corrèze. Et je suis allé à une réunion politique avec les caméras de France 3 Limoges. Et puis, après le meeting, on prend une coupe de champagne avec les invités, etc. Et il y a un type qui dit à Chirac, Monsieur Chirac, il y a l'avocat, maître, je ne dirais pas son nom, ça n'a aucune importance aujourd'hui, maître un tel, il hésite à voter pour vous. À ce moment-là, Chirac a montré en claquant des doigts, comme ça,
un attaché-caisse. On a ouvert l'attaché-caisse, il y avait plein de billets de 500 balles dedans. Il a dit, ça devrait l'aider à prendre sa décision. Alors, je ne sais pas si le mec a voté pour lui, mais Chirac a été son premier mandat à Ussel en mars 67. Voilà, et on découvre tout cela aujourd'hui, ce sont d'autres mœurs. Oui, oh, il y a des valises de pognon, j'en ai revu depuis dans la politique. Oui, il y en a. Ah oui, non, il continue à y en avoir. Oui, c'est pas un problème. Ouais. Alors, il se trouve aussi que le journalisme, vous arrêtez brusquement parce que c'est pas payant, il n'y a pas de valise, Ouais. et vous allez travailler chez Primagaz. Oui, en fait, j'étais donc à Limoges et puis je me marie le 20 février 1967. Et ma femme était étudiante en médecine. En fait, elle était en 5e année de médecine. Elle terminait sa médecine, mais enfin, elle gagnait rien. Et moi, à Limoges, je gagnais pas grand-chose non plus. Et puis, ma femme s'est retrouvée enceinte. Et à ce moment-là, je me suis dit, je peux pas continuer à venir une fois par mois à Paris, voir ma jeune femme enceinte de notre premier enfant. Il faut que je revienne dans la région parisienne. Et le dernier reportage que j'ai fait à Limoges, c'était sur Primagaz. Et je me suis dit, j'ai fait une école de commerce, je vais appeler les gens de Primagaz à Paris qui m'ont accueilli, qui m'ont embauché. Oui, et vous avez fait mai 68 pour Et Primagaz. j'ai fait mai 68 avec des bouteilles des mini bouteilles de gaz planquées dans mon coffre que j'allais essayer de livrer un peu partout à gauche à droite parce qu'on ne trouvait plus rien. Tout était paralysé. Il se trouve que la radio est revenue et ça vous le devez à votre persuasion car vous êtes obstiné, vous ne lâchez rien et c'est grâce à ça que vous êtes revenu à Europe 1 à l'époque. Tout à fait, mon cher Jacques, ça me fait plaisir que vous me rappeliez ces souvenirs-là. Ben oui, lorsque mon épouse m'a dit, ça y est, je commence à gagner ma vie convenablement, tu peux faire ce qui te plaît, je me suis dit, je vais retourner à la radio, refaire du journalisme. Et pendant que j'étais chez Primagaz, je faisais 200 km par jour avec une 4L et j'écoutais Europe 1. Et je suis tombé, entre guillemets, amoureux de Maurice Biraud. On appelle encore Bibi quand on en parle, les gens de notre génération. C'était la star du 9h midi à l'époque. Exactement, c'était la star du 9h. Je l'écoutais tous les matins de 9h à midi. Je me suis dit un jour, c'est à Europe 1 que j'irai. Et quand j'ai décidé d'entrer à Europe 1 en janvier 70, j'ai appelé un lundi matin et j'ai demandé à un rendez-vous avec M. Jean Gorini, qui est le directeur de la rédaction. Sa secrétaire s'appelait Josiane. Elle m'a dit, je m'appelle Josiane. J'ai dit, écoutez, Pierre Douglas, voilà. Personne ne savait qui j'étais parce que j'avais fait que Limoges. Et je dis, voilà, je voudrais un rendez-vous avec M. Gorini. Alors, elle m'a dit, écoutez, le premier jour, il n'était pas arrivé, le lendemain, il était déjà parti, le troisième jour, il était malade, le quatrième jour, c'est moi qui ne pouvais pas. Bref, j'ai téléphoné du lundi au vendredi pendant 5 mois. Et pendant 5 mois, j'ai pas raté un lundi, du lundi au vendredi, un seul appel, que je me suis dit, j'irai. Je me suis toujours dit, parce que je suis l'incarnation du verre à moitié plein, que si c'est pas possible, c'est pas que c'est probable. Si c'est pas possible, ben je vais le faire, puisque si c'est pas impossible. Si c'est pas impossible, je vais le faire. Si c'est pas impossible, bon, c'est du b.a.-ba, c'est possible. Je dis pas, peut-être que j'essaierai, on verra. Non, c'est pas impossible. J'irai. Et pendant 5 mois, j'ai appelé. Il y avait des matins avec Josiane, elle me demandait même pas, on parlait même pas de mon rendez-vous. Je disais, comment vas-tu? Ça va très bien, etc. Bon, à demain. Et le lendemain, je rappelais, puis fin mai, elle m'a dit, t'es assis? J'ai dit, oui, mais t'as rendez-vous lundi matin. Et c'est comme ça que ça a commencé avec un véritable parcours du combattant. Oui, parce que et je suis arrivé le tout premier jour à mon rendez-vous avec M. Gorini. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je dis, écoutez, je voudrais rentrer chez vous. Il me dit, vous avez quel âge? J'ai 29 ans. Il me dit, non, faut pas de temps à perdre. Ah bon, très bien. Et puis il me dit, bon, vous savez où ça vient d'un Agra? C'était le magnétophone à bande que vous avez connu, mon cher Jacques, comme moi. Et il m'a dit, bon, bah, vous allez me faire un reportage sur l'été à Paris. Et je me suis retrouvé à 5h de l'après-midi, avenue Montaigne, assis sur un banc avec un Agra, en me disant, il faut que je fasse un reportage sur l'été à Paris. Et un autre journaliste, Alexandre, m'avait dit, si ton truc est diffusé, t'as tes chances. S'il n'est pas diffusé, tu seras pas repris. Alors j'ai fait un reportage sur l'été à Paris. Bon, j'ai eu l'idée d'interviewer les gens qui gagnent leur vie surtout l'été, le bateau-mouche, le pilote du bateau-mouche, le gars qui se crève, etc., les photographes aux Tuileries. Bon, j'ai interrogé les gens qui avaient un accent, uniquement les gens qui avaient un accent. Je suis revenu le lundi et 2 mois après, j'ai engagé. Voilà. Et quelques mois plus tard, vous avez réalisé votre rêve en rencontrant celui dont vous allez forcément reconnaître la voix. Je suis pour les étapes contre la montre, mais pas quand même le premier Jacques jour du Anquetil. tour. Et Jacques je suis pour les Anquetil, qui étapes était quand votre même idole de et que vous minimum avez de 25. rencontré. Alors moi, j'en ai la chair de poule parce que j'ai beaucoup d'anecdotes avec Jacques Anquetil. Il faut dire qu'Anquetil, de même que Louison Bebet, était pour moi une idole. Ce type était extrêmement beau. Beau sur un vélo, plié en 4, arrondi, les mains en bas du guidon, etc. Ça incarne pas la beauté. C'est le seul coureur au monde qui était beau sur un vélo. Poulidor a dit, des fois, je m'arrête sur une piste, je m'arrête pour le regarder rouler. Bon. Et cet homme que j'admirais, qui était une idole, 30 ans plus tard, je rentre à Europe 1 et je dis à M. Gorini, je connais le vélo, j'aimerais bien faire le reportage du Tour de France. Il me dit, vous partez sur le Tour de France 71, et l'un des commentateurs, c'était Jacques Anquetil. Quelle rencontre
mais bouleversante pour moi. Je me suis retrouvé à table, en face de quelqu'un que j'admirais. Je me disais, ouais, qu'est-ce qu'il est beau quand il mange. Enfin, vous avez même partagé sa chambre. Et alors justement, quand à la fin du repas, je lui ai dit, est-ce que je peux vous poser une question? Je lui pose une question sur le Tour d'Italie. Il me dit, si vous me faites parler vélo, on ne va pas s'entendre. Et là, la moitié de mon monde s'est écroulé. Pas tout entier, parce que je suis optimiste. Mais je me suis dit, si je peux pas parler vélo, si Anctil n'a pas envie de parler vélo avec moi, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je lui ai dit, excusez-moi. Et après, on m'a dit, mais il est timide, il ne te connaît pas, il est timide, il n'est pas du tout méchant, il est timide, il n'aime pas parler de lui. J'ai dit, bon. Et 3 semaines après, on prend le départ du Tour de France et on a été logés dans la même chambre d'hôtel. Il y avait 2 lits dans la chambre. On était dans la même chambre. C'était le hasard, le destin a fait ça. Je me suis retrouvé à côté de lui. On m'a dit salut, salut. On lisait l'équipe dans notre plumard. Et puis à un moment donné, il m'a dit c'était sur le Tour d'Italie que tu m'as interrogé il y a 3 semaines. J'ai dit oui. Et jusqu'à 2h du matin, il m'a raconté sa carrière. On est devenus amis. On a partagé des choses formidables. On s'est fait des confidences. Il m'a raconté beaucoup de choses sur la façon dont il roulait, dont il se préparait, etc. Et il y a une anecdote extraordinaire quand il a attrapé un cancer de l'estomac dont il est mort à 54 ans. Et quelques jours avant sa mort, Raymond Poulidor est allé le voir parce qu'il se faisait la guerre sur un vélo, mais ils étaient très amis dans la vie. Et Poulidor s'est assis sur son lit et Anquetil lui a dit, tu vois Raymond, sur ce coup-là, tu vas encore faire 2e. Voilà. Et ça, et Poulidor, il l'a raconté plusieurs fois devant moi. À chaque fois, il avait les larmes aux yeux. C'est des belles histoires, ça. Des belles histoires de journalistes, mais à côté, il y a une autre carrière qu'on va évoquer à travers la date du 27 juillet 1977. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Douglas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Douglas pour ses mémoires, Vite avant que j'oublie. Un livre mené à toute allure comme notre entretien tambour battant, car vous allez toujours très vite. Alors, 27 juillet 1977, un samedi soir, vous voilà sur scène avec celui dont vous allez bien sûr reconnaître la voix comme nous tous. J'imite 50 vedettes, beaucoup de chanteurs, Michel Jonas qui est nouveau, Renaud qui est nouveau, Nougaro. Thierry Leluron, et vous êtes sur la scène du Don Camillo, un cabaret parisien aujourd'hui disparu, avec lui pour la première fois devant un public qui dîne. Devant un public qui dîne, et Leluron m'avait dit... 15 jours avant, j'avais fait mes débuts sur scène, le début de ma vie sur scène, en sa présence, grâce à lui. Et il m'avait dit tu es doué, tu connais la politique, tu fais quelques imitations, il faut que je t'emmène au Don Camillo. Et on arrive au Don Camillo le 27 juillet 1977. Il monte sur scène, il est ovationné, tout le monde mange. Et il dit, je vais vous présenter un journaliste, vous ne savez pas qui c'est pas grave, mais il imite Marché, moi je ne l'imite pas, a dit Leluron. Et c'est exemplaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Et alors je suis arrivé sur scène complètement inconnu, et puis il a dit, je retire mes chaussures pour ressembler encore plus à Philippe Bouvard. Il a enlevé ses chaussures, et puis il a dit, bon alors, etc. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette question? Et là, les gens ont éclaté de rire pour plusieurs raisons. Nous sommes en 1977, il y a 3 chaînes de télé. Par conséquent, une star de la politique comme Mitterrand, Marchais, Chirac, qui on veut, passe à la télé, ils ont 10 millions de téléspectateurs. Il y avait donc des millions de Français qui savaient comment parlait Marchais, qui était assez comique, il faut le dire, et il n'avait jamais été imité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été engagé le lendemain au Don Camillo. Oui, alors tout a commencé quelques jours plus tôt dans l'Orne, à Tingebray, un petit village où vous êtes invité à présenter un spectacle de Thierry Leluron, Pierre Douglas. Tout à fait. Et en fait, le maire de Tingebray, c'était Hubert Bassot. Et Hubert Bassot était ce que j'appellerais le porte-flingue de Giscard. C'est-à-dire que c'est lui qui trouvait des valises d'argent liquide pour les campagnes de Giscard d'Estaing. Et donc, en 77, Hubert Bassot est maire de Tingebray et son épouse, Sylvia Hueffer, est avec nous à RTL. Et je sais que vous avez eu une conversation tous les deux, à la suite de laquelle elle m'a dit, tu vas venir à Tingebray, tu vas présenter le spectacle. Et il y avait un chapiteau, il y avait 2000 personnes qui avaient pris leur place. C'est extraordinaire. Et moi, je suis arrivé avec ma femme là-bas, on était une vingtaine de personnes à table chez Hubert Bassot. Bon, alors, Leluron est arrivé un petit peu en retard, dans sa Rolls, etc. Il est arrivé vers moi, il m'a dit, il paraît que vous imitez Marchais. Je lui ai dit, il paraît que vous imitez Giscard. Il a dit, tiens, il y a la répartie. Alors, on a fait un dialogue Giscard-Marchais quelques instants là à table. Il m'a dit, on remet ça tout à l'heure cet après-midi sur scène. Je me suis demandé s'il le ferait. Il m'a appelé, on l'a fait. Et là, ça a eu un succès monstre, comme je l'ai dit à l'instant. Pourquoi? Parce que Marchais était une star qu'on voyait à la télé qui n'avait pas encore été imitée.
Et donc, quand il a vu ça, le Luron a dit, allez, il faut que tu fasses tes débuts au Don Camillo. Et j'ai fait mes débuts grâce à lui au Don Camillo. Et vous étiez journaliste à TF1 et vous êtes allé voir le directeur général de TF1 pour donner votre démission. Voilà. Le lundi 29 juillet, je suis allé voir M. Jean-Louis Guillot, qui était le PDG de TF1. Je dis, Monsieur le Président, je vous présente ma démission. Il me dit, vous n'êtes pas heureux? Je dis, si. Mais je fais mes débuts sur scène au Don Camillo ce soir. Il m'a dit, celle-là, on ne l'avait encore jamais faite. Écoutez, il fallait que ça soit moi. Et j'ai fait mes débuts au Don Camillo ce soir-là et je suis resté 22 ans. Oui, et ça n'a pas été simple au début, le premier mois, il fallait trouver ses marques, Pierre Douglas. Voilà, parce que j'imitais Merckx et Poulidor, j'imitais Zitrone et Marchais. Bon, voilà, contrairement à Leluron ou à Laurent Gérard aujourd'hui, j'ai peu de modèles que j'imite. Ceux que j'imite, je les imite convenablement, mais il y en a très peu. Et à l'époque, il y en avait très peu. Et donc, il a fallu mettre les textes au point. Heureusement que je lisais les journaux énormément, que j'étais au courant de l'actualité. Mais il m'a fallu quand même une dizaine de jours pour avoir un tour de 20 minutes qui tenait debout. Oui, parce qu'il y avait aussi beaucoup de Japonais dans la salle. Surtout, j'ai démarré fin juillet, début août. Donc, je me suis dit, bon, j'espère qu'il y a quelques Français qui vont comprendre ce que je raconte. Parce que quand il y avait 35 personnes à table et qu'il y en avait 10 qui ne parlaient pas français, ça faisait quand même un tout petit public. Oui, moi j'ai vu ça dans un cabaret de Montmartre qui s'appelle Chez ma cousine, où il y avait Carl O'Neill, qui voulait toujours passer chez Drucker. Et un jour, il s'est attaché au radiateur de chez Drucker avec des menottes du studio Gabriel, en disant, je lance les clés, je ne sortirai pas d'ici tant que je ne passerai pas à la télé. Et il faisait un numéro d'imitation totalement incompréhensible devant uniquement des Japonais. J'ai connu Carl O'Neill et puis il m'est arrivé de temps en temps d'aller faire des remplacements chez ma cousine, qui est une scène très agréable parce qu'elle fait 2 mètres carrés. Alors, Zitrone, vous l'imitiez parce que vous avez eu le privilège, si j'ose dire, de travailler avec lui, Pierre Douglas, à RTL. Oui, j'ai travaillé pour lui à RTL. J'ai été, je ne dirais pas son nègre parce qu'aujourd'hui, tout de suite, on va porter plainte pour du racisme. Mais toujours est-il que j'ai été le collaborateur de Zitrone, qui était pas du tout facile à vivre, mais pas du tout facile à vivre. Je me souviens d'un jour où il ne s'est pas réveillé pour le journal de 7 heures. À 6h30, il n'était pas là. J'ai tout dicté. Et puis, je me suis présenté devant le studio à 7h moins 1 pour présenter le journal à sa place. Il est arrivé. Il a dit, je suis en retard. Il m'a pris les feuilles de la main. Il m'a dit, j'ai été speaker à la SNCF. Je sais lire. Et il a fait le journal que j'avais entièrement rédigé. Exactement. Mais il était aussi très particulier. C'est-à-dire qu'il déjeunait pendant les pauses de pub. C'était monstrueux. Et il était entre 7h et 8. Il y avait l'heure Z. L'heure Z, c'était 7h, 8h. Alors, il amenait une petite boule de viande hachée, n'est-ce pas? Un œuf dur et puis une tomate. Bon. Alors, il disait, mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes actuellement sur Sud Radio, parce qu'appelons-la comme ça, etc. Il commençait à présenter quelque chose. Dans un instant, la suite, une page de publicité. Et à ce moment, il prenait une petite boule de viande hachée, il commençait à la manger, il prenait un bout de tomate, un bout d'œuf, et puis le technicien lui dit, Léon, c'est à vous. Et il recrachait sa boule de nourriture dans un cendrier qui, Dieu merci, n'avait pas accueilli de cendres, et quand il reprenait la deuxième pub, il finissait sa boule de nourriture. C'était dégueulasse. C'était vraiment absolument dégueulasse. Moi, je me souviens d'un jour à RTL, il défaisait sa ceinture pendant les interviews. Tout à fait. Et donc, il renvoie à Henri Krasuki après une interview, il se lève et le pantalon est tombé. Il a dit, excusez-moi, en remontant son pantalon. Oui, et il a dit, heureusement qu'on est à la radio. Et alors, ce qui s'est passé, parce que j'étais à ce moment-là aussi, comme vous, mon cher Jacques, il y avait Jacques Charon, sociétaire de la Comédie Française, qui n'a jamais dissimulé son homosexualité aiguë, qui était assis derrière Zitrone, et il a vu le derrière de Zitrone avec le pantalon sur les chevilles. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, toujours est-il que Jacques Charon est décédé 1 mois plus tard. Exactement. Alors, le Luron, ça a continué, parce que justement, vous avez mis au point un disque qui est culte, et que vous avez enregistré pendant 2 jours en improvisant. C'est pas tout à fait en improvisant, Jacques. Oui, quand on a enregistré, on a improvisé. Voilà. On s'est retrouvé en studio 2 jours de suite pendant 6 heures. On a complètement improvisé et ensuite on s'est fait diffuser pour nous le résultat de ce qu'on avait fait. Et là, par écrit, on a sélectionné ce qu'on allait garder. On a enregistré 4 heures de débat ou 5 heures de débat entre Marchais et Raymond Barre, et on a gardé 2 fois 9 minutes. Voilà. Et en même temps, c'est là qu'est née une expression qu'on attribue toujours à Jean-Pierre Elkabbach. Oui, alors que c'est moi qui l'ai dite, c'est un scandale. C'est né comment, ça? Eh bien, le débat était prêt avec Thierry et moi. Donc Thierry était Raymond Barre et moi j'étais Georges Marchais. Et au moment où on va commencer à enregistrer, ça s'est passé au caveau de la République, où j'étais sociétaire depuis longtemps et le Luron n'y était jamais venu. Et c'est la seule fois de sa vie... Pardon. C'est la seule fois de sa vie où il est passé sur la scène du caveau de la République. Et puis, on démarre on avait notre texte.
Et Jean Roucas avait enregistré la voix du speaker en disant « Mesdames, Messieurs, nous accueillons ce soir le secrétaire général du Parti communiste qui va être opposé à M. Raymond Barre. Le tirage au sort a désigné M. Raymond Barre pour parler le premier. Monsieur le Premier, vous avez la parole. » Et aussi sec m'est venue l'idée de dire « Mais pourquoi c'est lui qui va causer le premier? C'est un scandale !» Bon, j'ai crié ça. Il y avait 475 personnes dans le caveau de la République qui étaient pleins et les gens ont hurlé de rire quand j'ai crié c'est un scandale. J'ai dit bon allez, je vais le ressortir toutes les 2 minutes. Voilà. C'est comme ça que c'est né. Et ensuite, vous êtes devenu à la télévision avec Denise Fabre et Garcimore, qui était un personnage extraordinaire. Et il avait un problème, c'est qu'il avait les cheveux sales, comme vous le racontez dans le livre. En fait, j'ai demandé à Madame Eliane Victor, la productrice, de venir au Don Camillo. Quand elle a vu Garcimore, elle l'a engagé pour faire les samedis après-midi avec moi et avec Denise. Et au bout de quelques émissions, Madame Victor me dit, dites donc, vous direz à Garcimore de se faire un shampoing parce que ça fait pas beau quand même à l'antenne, tout ça. Je me suis emmerdé, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire? Alors j'ai appelé Garcimore, j'ai dit, on déjeune au restaurant. Et arrivé au restaurant, je lui ai dit, écoute, Madame Victor m'a téléphoné. Et elle m'a dit que il y avait un problème d'éclairage dans le studio. Il faut absolument que toi et moi, nous fassions un shampoing le jour de l'émission. Bon, j'oublierai pas, personne n'est parfait, décontrasté, et hop. Et c'est comme ça que j'ai fait passer le coup du shampoing. Et vous racontez dans ce livre une confidence d'Henri Verneuil que vous avez connue sur la rencontre entre Jean Gabin et Alain Delon, et surtout la façon dont Jean Gabin apprenait ses textes et les redisait au cinéma. Alors, il avait des idées sur l'interprétation d'une phrase qui était quelquefois très singulière. Verneuil n'avait pas réalisé les grandes familles, film extraordinaire. Et dans ce film, à un moment donné, le comédien Jean de Sailly, qui est le fils de Jean Gabin, se suicide. Et Gabin entend le coup de feu, il vient. Et il est censé regarder le corps de son fils qui s'est suicidé, mais comme c'est au cinéma, il n'y a personne par terre. On lui dit, la caméra est à 1 mètre de lui, on lui dit, on fait un gros plan. Et on dit à Gabin, ben, attends, tu es prêt? Un jour, mais t'as pensé à quoi? Il dit, j'ai pensé à ma feuille d'impôt. Et puis, dans vos rêves, il y avait le cinéma. Et pour être comédien, vous avez encore forcé les portes en appelant un jour Claude Chabrol, Pierre Douglas. Oui, j'ai appelé Claude Chabrol, François Truffaut et Bertrand Tavernier. En me disant, il y en a bien qui va répondre. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Hein. Et Chabrol m'appelle. Il me dit, bonjour Pierre Douglas, voilà, mes enfants vous regardent à la télé le samedi après-midi avec Denise Fabre et Garcimore. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, j'ai dit, écoutez, je crois que vous aimez bien ça. Je vous invite dans un restaurant à côté de Notre-Dame. Dans un restaurant merveilleux. D'ailleurs, avec la carte de la nourriture, il y avait une carte de musique. Donc, on écoutait de la musique qu'on choisissait. Et puis, il m'a dit, alors, vous voulez quoi? Ben, je dis, écoutez, je voudrais faire l'acteur. Je voudrais pour mon premier rôle, que ce soit vous qui me mettiez en scène. Et je dis, pour moi, c'est le plus beau métier du monde, lui, de jouer la comédie, parce que je dis, voyez-vous, moi qui ne serai jamais cocu, j'ai qu'une seule manière de savoir l'effet que ça fait, c'est de jouer le rôle d'un cocu dans un film. Et Chabrol me regarde, éclate de rire et me dit, je suis en train d'adapter une nouvelle de William Irish qui s'appelle La boucle d'oreille. Jacques Spicer jouera le rôle de l'amant. Thérèse Lyotard jouera le rôle de la femme. Et vous jouerez le rôle du mari, vous avez le rôle. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ça a démarré comme ça. Et vous avez fait beaucoup de cinéma, et il y a quelqu'un qui vous donnait beaucoup de conseils, c'est Lino Ventura. Lino Ventura était un homme aussi humble et délicat et tourné vers les autres qu'une star dans le privé, qu'une star dans le public. Il ne pouvait pas descendre les Champs-Élysées, faire 250 mètres sans être ennuyé. En revanche, il était d'une humilité et d'une simplicité extraordinaire. Je joue un petit rôle dans un téléfilm avec lui. Dans un film à sketch. À l'époque, il y avait des films à sketch, il y avait 4 films d'une demi-heure. C'était Édouard Molinaro qui mettait en scène. Édouard Molinaro mettait en scène. Et j'ai une scène avec Lino Ventura. Et à un moment donné, je suis derrière lui. Il y a en face de lui un monsieur qui l'invite à passer une soirée un petit peu décontractée. Et ça le gêne de penser que j'ai entendu. Alors il se retourne sur moi. Et moi, je fais semblant de regarder ailleurs. Et je ne l'ai pas fait comme il fallait. Je savais pas bien, je savais pas quoi. J'ai pris une contenance ridicule. Bon. Molinaro dit couper et Ventura me prend par le bras, il me dit est-ce que je peux te dire quelque chose? Je dis écoutez, franchement, il me dit voilà, il faut que ça soit drôle, ton gars. Mais tu as 2 solutions. Ou bien tu fais De Funès, ou bien tu fais rien. Et là, tu vas pas faire De Funès. Tu vas faire qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas faire De Funès. Donc tu fais rien. Mais tout est dans le regard. Et quand je vais retourner vers toi, tu vas vraiment te dire faut pas
que je l'ai entendu, il faut que je lui fasse croire que je ne l'ai pas entendu, etc. Et donc, on l'a fait, et après, Marlene Arro m'a dit, c'est très bien, et Francis Weber, qui avait écrit le scénario, m'a téléphoné de Los Angeles pour me dire, dis donc, la scène avec Ventura, tu es formidable, et j'ai répondu, c'est lui qui m'a expliqué comment il fallait faire. Voilà, Lino Ventura que vous évoquez longuement dans ce livre, comme d'autres personnes, ce livre qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 15 mars 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Douglas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Douglas. Donc le 15 mars 2025 est sorti ce livre que nous évoquons en filigrane depuis le début de l'émission, Vite avant que j'oublie, aux éditions L'Orient de Lumière. Pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui, Pierre Douglas ? J'ai écrit plusieurs livres, j'en ai écrit 3 ou 4, de temps en temps quand j'avais des idées, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse le dernier, que je n'en ferai plus après celui-là, c'est terminé. Je me suis dit, il faut que ma vie a été faite de rencontres, elle a été faite de passion, elle a été faite de chance, même si la chance, je l'ai forcée. J'ai eu beaucoup de chance. Et je me suis dit que ça ne s'écrit pas 500 fois. Il faut une fois que je fasse le récit de cette vie qui aurait été une vie de passion, de rencontres et de chance. Ça s'appelle Vite avant que j'oublie. Et voilà. Et j'ai eu envie de laisser ça en souvenir. C'est une espèce de petit testament comme ça. Oui, testament bien avant la lettre, j'espère. Oui. Alors, le mot vite est important parce que vous n'avez jamais cessé de courir. Oui, je ne suis pas un lent. En voiture, j'en ai cassé quelques-unes. En vélo, je me suis efforcé d'aller le plus vite possible. Chaque fois que je fais des courses de vélo, je fais de la piste, etc. Au tennis, j'aime bien aller chercher une balle difficile. Et puis, dans la vie, j'ai jamais compris très bien la lenteur. J'ai pas compris la lenteur, je trouve que c'est une perte de temps. Je me suis dit, je n'ai jamais pris la place de quelqu'un. Je me suis toujours débrouillé pour arriver avant. En travaillant énormément. En travaillant beaucoup, oui. Énormément, non. J'ai toujours eu des plages de décontraction, regarder des films, écouter de la musique. Non, j'ai pas trop travaillé. Et puis vous avez toujours travaillé à l'ancienne, c'est-à-dire le stylo à plume, le téléphone, Oui. La lecture des journaux et pas de tablette. Non, mais je ne pourrais pas supporter. Je lis beaucoup. Pour moi, un livre, c'est ce que vous avez entre les mains, mon cher Jacques. C'était un paquet de papier avec une couverture cartonnée, voilà. Mais je ne peux pas lire un livre sur une tablette, je ne peux pas écrire un sketch ou une chanson parodique, j'en ai écrit plusieurs centaines des chansons parodiques dans ma vie, j'ai toujours fait ça à la plume, je raye quand je veux, je vais dans la marche quand je veux. Non, j'ai besoin du papier, ça c'est absolument indispensable. D'ailleurs, les journalistes, quand on écrit un article, on dit qu'on écrit un papier. Exactement. Alors, il se trouve que votre vocation, elle a été précoce, puisqu'à 7 ans, vous avez dit à vos parents que vous feriez ce métier, Pierre Douglas. Je m'en souviens très très bien. C'était dans une petite commune de Normandie qui s'appelle Villedieu-les-Poils. On était allé chez ma grand-mère, et le jour de mes 7 ans, j'ai dit à mes parents, quand je serai grand, je monterai sur une scène et je ferai rire les gens. Et je l'ai fait, 30 ans plus tard. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là ? Oui, ils ont trouvé ça très rigolo, mais chaque fois que je l'ai évoqué, ils m'ont dit oui, mais ça, c'est pas un métier, tu vas pas gagner ta vie comme ça, faut que tu fasses ci et ça. C'est pour ça que ma pauvre mère m'a envoyé à l'école Breguet, chez Primagaz, et puis après, je sais plus où, à l'école de commerce, tout ça. Mais bon, parce que c'était pas un métier. Monter sur une scène, c'est pas un métier. Faire rire, c'est pas un métier. Je peux vous dire que si. Dieu merci pour moi. Il y a une île qui vous touche aussi particulièrement pour des tas de raisons, ce sont les Baléares. Oui, parce que j'ai fait connaissance de ma femme pratiquement aux îles Baléares. J'étais à l'école des cadres du commerce et un copain me dit j'ai une petite amie pour toi qui vient avec nous, etc. Tu verras, elle est vachement sympa. Et on part aux Baléares sur un bateau. On avait un peu mal au cœur. La traversée était très longue, etc. Et puis arrivé d'abord à la gare d'Austerlitz, mon copain me dit je te présente... une jeune fille qui s'appelait Agnès, et voilà. Et puis Agnès me dit, je présente ma petite sœur. Et j'ai trouvé que la petite sœur était... En fait, elle s'appelait comme ça parce que c'était des amis d'enfance, mais j'ai préféré la petite sœur. Alors mon copain me dit, elle a 16 ans, tu vas pas faire un détournement de mineur. Alors on arrive dans le train, et je dis à ma future femme, ne sachant pas que c'était ma future femme, ça te fait quel âge? Elle me dit, j'ai 20 ans. J'ai dit, je peux commencer à lui faire la cour, et 3 ans après, on s'est mariés. Ouais, exactement. Et il se trouve aussi qu'au Baléares, il y a Majorque, et Frédéric Chopin et Georges Sand ont vécu à Valdemosa pendant des années, et c'est là où Chopin a écrit plein de musique. Et l'amateur de musique que vous êtes doit savoir qu'il y a eu une autre histoire d'amour aux Baléares.
Alors, Chopin est sur le stand. ah bah là, Tout simplement. Ça, je ne le savais pas. Je le découvre, mon cher Jacques. Merci. Alors, vous avez aussi mené une vie très particulière. C'est-à-dire que vous êtes que célèbre, donc sollicité, et au dîner en ville ou au dîner en société, vous préférez nettement la vie de famille. Oui, je préfère avoir la paix. Je ne suis pas du tout Belmondo, Ventura ou qui vous voudrez. Bon, c'est ce que je suis, c'est déjà pas mal, j'en suis très content. Mais bon, il arrive que de temps en temps qu'on soit un petit peu dérangé comme ça au restaurant. Et bon, et un jour j'étais à table avec ma femme, nous étions avec Alice Donna, dont je devais présenter le spectacle à l'Olympia. Et il y avait à côté de nous un couple qui disait beaucoup de mal de moi parce que j'étais à l'époque sur France Inter le matin et ça leur plaisait pas. Bon, j'ai eu beaucoup de succès à France Inter, mais ça leur plaisait pas. Ma femme s'est levée, elle a été les voir, elle a dit écoutez, vous avez le droit de ne pas aimer mon mari, nous sommes dans le même restaurant, vous parlez d'autre chose ou bien vous partez. Et ils se sont excusés. Et puis il y a eu aussi une soirée pour Jour de France, pour une œuvre caritative, et vous avez été remarqué car vous êtes le seul à avoir payé vos places. Oui, avec ma femme, on l'avait retenu. C'était Régine qui avait organisé cette soirée. C'était une soirée mais somptueuse. Il y avait un casting pas possible. Il y avait Alain Delon, il y avait Mireille Darc, il y avait Yves Montand, il y avait que des grands comédiens, etc. Et cette soirée était donc pour une œuvre humanitaire. Et nous, j'ai payé mes 2 dîners. Et quelques jours plus tard, Jacqueline Cartier, qui faisait partie aussi, qui était travaillée à France Soir, qui était journaliste, qui était une femme remarquable, elle m'a dit, tu sais, ta femme et toi, vous êtes les 2 seuls à avoir payé le dîner. On était sur le cul. C'est vrai que vous n'êtes pas dupe de cet univers-là et de ce monde-là. Non, ça me... Non, je préfère la sincérité. Et ça manque beaucoup de sincérité. On est bien d'accord. Il y a quelqu'un que vous évoquez longuement dans ce livre, Pierre Douglas, et que vous avez connu avant qu'il soit président, c'est François Mitterrand. C'est François Mitterrand. Alors, il se trouve que, je le dis d'ailleurs quelquefois sur scène, nous sommes en mars 1981. Je suis au micro de France Inter. C'est la campagne présidentielle à l'issue de laquelle, 3 mois plus tard, Mitterrand sera élu président de la République. Il se trouve que j'avais aucune attirance pour Giscard. Il ne me plaisait pas du tout. À plein de points de vue, j'avais entendu des choses, des commentaires qu'il avait fait, c'est-à-dire qui me déplaisaient. Et donc, je n'aimais pas Giscard. Et puis voilà qu'un matin, à France Inter, un journaliste arrive en disant qu'il a créé un nouveau journal pour aider Mitterrand. Et ce journal s'appelait Le Combat socialiste. Et à la fin de la présentation, le journaliste s'en va et Daniel Saint-Amond, qui présentait la revue de presse, il dit « Il paraît qu'il y a un nouveau journal, mais je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas reçu. » Alors, bon, il n'avait pas envie d'en parler. D'accord, mais ce n'est pas son métier. Mais je lui dis « Il y en a 20 exemplaires sur la table, vous pouvez en prendre un. » Il me dit « Oui, mais c'est celui d'aujourd'hui, comme c'était un quotidien. » Mais je dis « Écoutez, on va s'arranger. Demain matin, à 3h30, vous aurez celui de demain matin. Comme ça, vous pourrez en parler. » Et alors, il est resté un petit peu décontenancé. Et puis là-dessus, bon, on passe à autre chose. Et puis je monte dans mon bureau et on me dit Laurent Fabius est au téléphone, qui était venu 10 fois à France Inter. Il me dit, dites donc, avec Mitterrand, on vient de vous écouter, c'est courageux ce que vous avez fait quand même, etc. Je dis, écoutez, ça aurait été de l'autre côté, j'aurais fait pareil parce que j'admets pas que quelqu'un... c'est faux ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Il me dit, Mitterrand aimerait bien vous remercier. Ah bon. J'étais rue sur le Ferrino, j'ai pris mon scooter, je suis arrivé là-bas. Et puis Fabius m'a emmené, il m'a dit, venez dans le bureau de Mitterrand, il nous a laissés tous les deux. Et Mitterrand m'a dit, je vous félicite ce que vous avez fait, tout ça, écoutez, j'ai fait mon boulot, etc. Et puis Mitterrand me dit, est-ce que vous pensez que j'ai une chance ? Et je dis, écoutez, monsieur, je pense que c'est la dernière. En 65, vous avez mis Le Canoë en ballottage, mais De Gaulle est passé. En 69, c'était pas vous, puisque c'était Alain Poher contre Pompidou. En 74, vous avez été battu de peu par Giscard. Si cette fois-ci vous ne gagnez pas, à mon avis, c'est la dernière. Il me dit, vous avez raison. Et il a ajouté, et puis si je ne gagne pas, vous viendrez me voir à Latché, on fera du vélo, les routes sont plates. Alors, j'ai rigolé, et le fait qu'il m'ait fait rire, je lui ai dit, écoutez, moi je n'aime pas du tout votre adversaire. Si vous voulez, mais comme ça, pour le plaisir, je vous chauffe vos salles de meeting. Et j'ai chauffé 3 salles de meeting devant des milliers de personnes, des milliers de personnes. Et en imitant Marchais devant Mitterrand. En imitant Marchais devant Mitterrand. Alors, c'était à Strasbourg, il y avait 5 ou 6 000 personnes. Et puis j'étais en train d'imiter Marchais, puis Mitterrand est arrivé, il s'est mis devant le micro, comme on s'était vu 2 mois avant, il me dit, vous étiez en train de parler? Je dis oui, il me dit, continuez, on n'est pas à 2 minutes près, il s'assoit au premier rang. Et moi je dis, au moment où c'est que François m'a interruptionné, alors, délire dans la salle, mais dès l'instant où j'ai imité Marchais et que Mitterrand était là, tous les photographes étaient sur lui.
Et lui était imperturbable, il riait pas du tout. Et quand on a pris l'avion de location après pour revenir, il m'a dit « Excusez-moi, je ne pouvais pas rire parce que j'ai besoin des voix communistes au deuxième tour. » Et quand je raconte ça sur scène, j'ajoute « C'est comme ça que j'ai fait lire Mitterrand. » Alors, vous avez aussi fait du théâtre, et ça, on le sait peu, parce que... J'en fais encore. Vous en faites toujours. Et là aussi, c'est de l'insistance, parce que il y a eu SOS Homme Seul, et puis il y a eu une pièce Piège pour un homme seul, qui a été de Robert Thomas, et là, vous avez insisté beaucoup, et ça a été un déclencheur. Oui, je me suis battu pour jouer Piège pour un homme seul parce que j'avais lu la pièce et je pensais que le rôle était pour moi. Et quand j'ai appris que la pièce se montait, je suis allé voir le producteur qui a organisé une tournée. Il m'a dit « Mais vous êtes 9 candidats pour jouer le rôle de Daniel Corban, qui était le meurtrier de la pièce. » Mais je dis « Mais je m'en fous qu'on soit 9, moi je vais aller... Donne-moi les coordonnées de l'auteur, Robert Thomas. » Alors, j'ai eu les coordonnées de Robert Thomas, il avait une maison rue de Passy, je crois, avec un jardin. J'avais une petite auto Bianchi, je suis arrivé dans le jardin, j'ai fait un petit tête à queue, j'ai fait voler les cailloux en l'air, je suis sorti de la voiture, il était sur le perron et je lui ai dit « Je suis Daniel Corban ». Et 5 minutes après, il m'a filé le rôle. Et ce qu'on sait peu, Pierre Douglas, et ce que vous dites, vous révélez dans ce livre, c'est que vous êtes beaucoup occupé des prisonniers depuis vos jeunes années. Oui, quand j'étais à France Inter, je lisais beaucoup les journaux, comme je l'ai toujours fait, et je lis une petite annonce, un garçon qui se faisait appeler Harry, H-A-2-R-Y, et qui en réalité s'appelait Mustapha. Et le dénommé Harry avait mis dans sa petite annonce « T'es un mec, t'es une nana, je m'en fous, écris-moi, je suis tout seul. » Ben, j'ai dit « Je vais écrire. » Et je lui ai écrit par la poste, et il m'a répondu pendant 1 an. Et je ne lui ai jamais demandé pourquoi il était en prison. Jamais. Et au bout d'1 an, il me dit « Va voir maître Philippe Lemaire. » Jacques, vous connaissez Philippe Lemaire. Oui. C'est lui qui me défend, je passe aux assises dans 1 mois. Alors je suis allé voir Philippe Lemaire, que j'avais interviewé quand j'étais journaliste, et on était restés en relation. Dieu sait, j'ai pu garder beaucoup de relations. Et Philippe me dit « Qu'est-ce que tu viens me voir? T'as fait des conneries ?» Je dis « Non, mais Harry, il me dit bah, « Harry, il a flingué un mec dans une boîte de nuit. » Ah, je dis « Ah bon ?» Et il me dit, bah oui, il a été menacé et c'est lui qui a tiré le plus vite. Mais je dis, il y a des légitimes défense. Il me dit, oui, mais enfin, il était rentré dans la boîte de nuit avec 2 pistolets quand même dans sa veste. Alors tu comprends, etc. Bon, il passe aux assises. Alors il me dit, mais tu pourrais être témoin de moralité pour lui. Ça lui ferait du bien. Alors j'avais gardé les lettres que Harry m'avait écrites, et quand je suis arrivé comme témoin aux assises, j'ai lu 2 ou 3 lettres qu'il avait écrites, et je leur ai dit, voilà, comme quand j'avais 20 ans, j'ai été éducateur dans un foyer de jeunes délinquants quand j'avais 20 ans, et j'ai dit, voilà, j'ai gardé des relations dans ce domaine-là, et quand l'accusé sortira, je l'aiderai à retrouver du travail, parce que j'ai gardé des relations dans ce monde-là. Et voilà, donc, alors après, il est sorti assez rapidement, il avait fait 4 ans et demi de prison, il est sorti au bout de 6 mois, et je suis devenu son idole. Et je suis toujours aujourd'hui, 40 ans après, son idole. On continue à se voir, à se téléphoner, etc. Il n'a jamais oublié. Et il m'a même dit un jour, si tu as un ennui, tu me le dis parce que je m'occuperai du mec. Je dis non, t'inquiète pas, je n'ai pas entendu. Enfin, voilà. Mais comment vous faites pour avoir tout gardé en mémoire et raconter autant de choses dans ce livre, Pierre Douglas? Mon cher Jacques, comment est-ce que je me souviens de tout ça? Je ne sais pas. J'ai la chance formidable d'avoir de la mémoire. Il y a des choses qui me sont restées très précisément installées dans ma mémoire. C'est comme ça, je m'en souviens. Il suffit que vous me disiez quelque chose, je ne savais pas de qui vous alliez me parler. Vous me parlez de Harry, qui s'appelait Mustapha. Hop, ça me revient tout de suite. Ça, c'est une chance, c'est une pure chance. J'ai de la mémoire. Je continue à en profiter au théâtre. Et si je devais arrêter le théâtre, c'est parce que j'aurais plus de mémoire. Le théâtre et la musique, ce sont les 2 choses qui vous font vivre. Oui. Qui me font vivre, comment dirais-je, personnellement. Voilà. La musique, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai voulu apprendre la direction d'orchestre, j'ai obtenu un diplôme, j'ai dirigé une vingtaine de concerts dans ma vie. Ça, ce sont des choses... je me suis retrouvé un jour à Saint-Germain-des-Prés devant 60 choristes, 25 musiciens d'orchestre, et j'ai fait démarrer le Requiem de Mozart. Mon cher Jacques, c'est un autre monde, c'est une autre planète, c'est un bonheur absolu, et ça, c'est quelque chose... J'ai la chance d'avoir pu faire ces choses-là, et de m'en souvenir, effectivement. Et ces souvenirs, ils sont dans ce livre « Vite avant que j'oublie » aux éditions L'Orient de Lumière. Je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous aiment, et ils sont nombreux. Puis continuez ainsi le plus longtemps possible, Pierre Douglas, parce que je suis sûr que vous avez encore beaucoup d'avenir. Alors, mon cher Jacques, je vais vous répondre quelque chose. À l'année prochaine. Exactement. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.